Du coup, on passe à la dernière catégorie associatif, humanitaire et événementiel. On n'a que 2 projets. Du coup, on commence par le premier projet. Le groupe de Agathe, Audrey, Lali, Tristan et Gilles, donc, et les C3, ils ont travaillé sur l'optimisation logistique pour une plateforme alimentaire en circuit court, en fait, le cas de l'association La Palette Paysanne. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre projet génial en collaboration avec l'association La Palette Paysanne. Donc moi, je m'appelle Agathe et du coup, je suis accompagnée d'Audrey, Lali, Tristan et Gilles. Alors d'abord, on va vous présenter le projet, ensuite le plan d'action mis en place, les résultats, les limites qu'on a rencontrées ainsi que l'état d'avancement du projet. Et pour finir, on conclura, on vous en parle des perspectives. Alors, pour commencer, la Palette Paysanne, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme logistique associative qui a pour objectif donc, de connecter les maraîchers et les paysans de manière générale avec la restauration hors domicile, donc c'est-à-dire les établissements scolaires, les établissements médico-sociaux ou par exemple les restaurants d'entreprise et les restaurants commerciaux également. Pourquoi ils veulent faire ça? Pourquoi ils font ce projet? Donc, c'est pour promouvoir une alimentation de qualité, pour aussi permettre aux paysans d'avoir des débouchés. Pour leur proposer un service logistique, étant donné que ce n'est pas leur compétence, et également pour recréer une dynamique territoriale dans le 56. Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit par des services, et par du coup des services de manière opérationnelle. Donc, l'objectif, c'est de faire du lien entre les maraîchers et la restauration hors domicile, en gérant leurs commandes et leur partie administrative et commerciale, ce qui n'est pas dans leurs compétences. De manière opérationnelle, ça se traduit par une collecte sur les fermes, un stockage dans un entrepôt, et pour finir, une livraison chez les utilisateurs et les utilisatrices. Donc, globalement, c'est des adhérents et une asso qui fait le lien entre tous. Pour traiter ce projet, on a identifié une problématique. Donc, c'est comment organiser efficacement la distribution des produits issus des circuits courts, donc, tout en garantissant la juste rémunération des agriculteurs et un accès simplifié aux consommateurs professionnels. Donc, on a identifié 4 points sur lesquels il fallait qu'on travaille pour les aider et leur apporter nos compétences logistiques. Donc, tout d'abord, la prévision de la demande, l'organisation des tournées, le stockage et l'analyse de leur localisation actuelle. Aujourd'hui, pour des raisons de timing, on va se focaliser juste sur l'organisation des tournées et le stockage, ainsi que l'organisation du local. Donc, je laisse Gilles vous présenter l'organisation des tournées. Alors, merci Agathe. Quand on a rencontré la Palette Paysanne, la question centrale était comment organiser des tournées de collecte et de distribution. Derrière cette question, en fait, il y avait l'optimisation des distances et puis maximiser le chargement des camions. On a analysé ce projet sur la phase de la faisabilité, un proof of concept. On a modélisé différents scénarios, dont celui-ci qui a été retenu avec une tournée de collecte auprès des producteurs, un passage en entrepôt pour la préparation des commandes, suivi d'une seconde tournée pour aller livrer la restauration hors domicile. La slide suivante, s'il te plaît, Agathe. Alors, lorsqu'on passe de la théorie à la réalité, on met ça sur une carte. D'un côté, la partie gauche, vous avez la collecte et la partie droite, les livraisons. Ce qu'on s'aperçoit dans les deux, c'est qu'à gauche, on est sur quelque chose de très serré. On va chercher chez différents producteurs et différents maraîchers sur des déplacements assez courts. Et lorsqu'on va distribuer les produits, cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on est sur un territoire beaucoup plus vaste avec une forte concentration autour de Vannes. Il va falloir être attentif sur... Il va falloir être attentif sur 2 choses. Le coût du transport sur vente et puis les livraisons des commandes complètes. Pourquoi le coût du transport sur vente? Parce que si ça coûte plus cher d'aller livrer un client et qu'on perd de l'argent, il faut le savoir et ça ne peut pas durer longtemps. La livraison des commandes complètes, ça c'est l'indicateur client. Avec ça, on va savoir si oui ou non on répond à un objectif qui est servir les clients et ce qui est le propre de tout commerce.
sur la slide suivante. Alors, ce qu'on a vu comme contrainte lors de cette étude, c'est que les produits sont collectés auprès des maraîchers et des producteurs, puis stockés à l'entrepôt dans un frigo industriel. Pour pouvoir les distribuer, ils sont placés dans des glacières qui, ensuite, à leur tour, sont placés dans un camion qui est non réfrigéré. Pour pouvoir maintenir cette chaîne du froid, les glacières sont équipées de plaques euthétiques. Ce sont les plaques que vous mettez dans vos glacières lorsque vous partez en vacances, avec un taux de réchauffement du produit de 2 degrés par heure. En plaçant ces glacières dans le camion, vous pouvez atteindre un taux de remplissage de 20,5%, ce qui n'est pas optimum en termes de logistique. Mais la plus grande problématique que l'on voit là-dedans, c'est le maintien de la chaîne du froid. Maintenir des produits à température froide sur un camion qui n'est pas réfrigéré, c'est la plus grande problématique de ce projet. Les distances, on l'a vu tout à l'heure, on les a optimisées en créant ce qu'on appelle un milk run, optimiser les points entre les différents ramassages. Le volume transporté, il est entièrement lié à la façon de conditionner les produits. C'est la prochaine étape. L'entreprise, l'association doit investir dans un moyen de gérer la température de façon dirigée. Donc investir dans un camion. Merci Gilles. Donc maintenant, on va passer à l'organisation de l'entrepôt. Donc pour contextualiser un petit peu, on a à disposition un local de 50 mètres carrés, donc à Rochefort-en-Terre. On collecte le mercredi auprès des paysans et paysannes pour livrer le jeudi. On a plusieurs objectifs, donc avoir un stockage efficace avec une préparation de commandes fluide, une organisation simple et évolutive tout en respectant les contraintes réglementaires. On gère 3 types de produits. Donc on a du frais avec de la viande et des produits laitiers, des produits secs et des fruits et légumes. On travaille avec un logiciel qui s'appelle Socléo, donc on doit assurer la traçabilité et avoir une simplicité opérationnelle au vu des moyens de l'association. Donc on a décidé de diviser l'entrepôt en 3 parties, donc zone froid, zone tempérée et zone sèche. On applique le FIFO dans toutes les zones, donc le FIFO c'est le premier entrée et le premier sorti. Donc par exemple pour les produits secs, on aura une étagère, on rentre d'un côté et on sort on prépare de l'autre. Tout ça permet de minimiser les manipulations tout en respectant les contraintes de stockage, donc hygiène, température. Du coup, concernant l'organisation de la préparation de commandes, on a choisi 2 méthodes de préparation, donc la préparation standard pour les produits secs et la méthode du cross-docking pour les produits périssables. Donc, ce qui consiste à entreposer plutôt qu'à stocker sur de la longue durée. Ensuite, la validation des commandes se fera en temps réel via l'application Socléo. Et tout ça permet une organisation simple et évolutive pour la palette paysanne, pour chaque acteur du projet. Et donc, il a été important pour nous de déceler des indicateurs donc, concernant la réception, la qualité ou bien les commandes. Et il a été important également d'estimer les coûts, donc concernant l'aménagement, les contenants et les équipements. Et pour finir également, le temps d'aménagement, donc par exemple les temps de formation ou le temps d'aménagement de l'entrepôt. Alors, durant ce projet, nous avons été confrontés à plusieurs limites. Tout d'abord, c'était un projet en phase d'amorçage, en phase test. Ensuite, l'association manquait de ressources, tant d'un point de vue financier, matériel que humain. En gros, ça s'est traduit par, au niveau financier, ça s'est traduit par un entrepôt avec une taille limitée de seulement 55 mètres carrés. Au niveau matériel, des matériels limités. Et au niveau humain, on avait uniquement le projet se base uniquement avec un chargé de projet qui est là pour la coordination et un logisticien. Également, on a eu une autre problématique sur notre projet, c'est qu'on manquait de prévision, surtout en termes de volume. Ensuite, alors à date, l'état du projet. Donc, au niveau de la palette paysanne, actuellement, ils ont embauché un logisticien. Ils sont en train de faire l'agencement et l'organisation de l'entrepôt. Le catalogue où se trouvent tous les produits est terminé.
Donc maintenant, les futurs clients ont accès à ce catalogue. Voilà. Alors pour conclure, au niveau de notre contribution clé sur ce projet, alors nous avons apporté des solutions concrètes à la palette paysanne sur le plan logistique, que ce soit au niveau des tournées ou encore de l'aménagement de l'entrepôt, ou sur un autre point aussi qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, donc c'est sur la localisation optimale de l'entrepôt. On a également transmis des bonnes pratiques, on a mis en avant différents points de vigilance et on a créé des tableaux de bord avec des indicateurs. Et tout ça, on les a mis dans un rapport de conseil qu'on a fourni à la palette paysanne. Pour la suite, alors, nous recommandons à la palette paysanne de se faire accompagner par les étudiants de l'ESLI l'année prochaine, dans le cadre du projet Génial. Ils pourront, à l'aide des indicateurs et des informations qu'on leur a envoyées, ils pourront faire tout le travail d'analyse, en gros, tout ce travail-là d'analyse, de pilotage, pour améliorer de façon continue l'organisation, pour une montée en croissance de l'entreprise. Alors, merci pour votre attention. Très bien. Merci pour cette présentation très bien structurée. Donc, on passe aux questions. Qui a une question? Je vais peut-être dire une bêtise, mais si vous restiez sur le premier circuit, c'est-à-dire la collecte des paysans, moi j'ai ça en rêve, mais bon, je délire peut-être complètement, mais je suis dans le monde paysan aussi, où j'habite, et pour faire cette concurrence infernale au Lidl, au Super-U et ainsi de suite, il y a quelques paysans qui ont ouvert des magasins froids et directement dans un entrepôt et dans une espèce de GAEC. Ça veut dire que vous faites votre premier circuit, vous créez le magasin paysan, pas la palette, parce que là j'ai compris que vous relivrez après chez des gens. En fait, on ne livre pas chez des gens, on livre la restauration la restauration collective hors domicile. C'est-à-dire on livre les cantines par exemple pour les écoles, etc. On ne livre pas du tout le particulier. Donc en fait, l'objectif... Vous verrez qu'en tant que goût, vous les laissez venir chercher leur truc. Ils n'ont qu'un moyen, un transport, eux, tout en... Vous voyez, en logistique, ce qui vous intéresse peut-être, ou alors vous êtes extrêmement résilient, vous voulez soigner mais là, moi je ferais ça en un morceau, et puis derrière je créerais, parce que j'ai vu l'exemple se commencer à se produire chez nous, en fait, c'est-à-dire des magasins chez un groupement de paysans. En fait, c'est vraiment les cantines scolaires, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service logistique, ou alors je n'ai pas connaissance peut-être dans les écoles, ou même les restaurants, en fait, ils n'ont pas du tout ces compétences-là et les moyens à disposition. En fait, l'objectif, c'est vraiment de regrouper nos deux clients, en fait, notre fournisseur et notre client, et de les connecter. Vous avez vu avec la chaîne du froid Ça, c'est parce que du coup, on est en phase test et le projet, il est vraiment fait avec, entre parenthèses, les moyens du bord. C'est-à-dire que là, ils ont un maraîcher qui leur a fourni vraiment le moyen de transport. Mais à terme, l'objectif, c'est qu'ils puissent s'équiper et vraiment avoir du coup un moyen de transport qui est réfrigéré. Ouais. Et qui puissent faire leur... En sachant que sur d'autres territoires, ce genre d'associations existe et ça, elles sont stables, elles sont pérennes, ça marche plutôt bien. Ouais. Bon, ben. Moi, j'ai vu un magasin chez un groupement de paysans. Ça c'est oui. Ça existe aussi. Je vois, ouais. Et c'est une bonne idée aussi. Mais on ne vise pas le même public. Oui, mais vous savez, les transferts de responsabilité, vous ne les faites pas à ce moment-là. Comment ? Je suis un peu business là. Mais une fois que les gens... vous n'avez pas la responsabilité de livrer directement dans les cantines et ainsi de suite. C'est une sacrée responsabilité. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'arrêterai à l'étape 1. Oh. Une autre question ?
Moi, je m'interrogeais uniquement sur est-ce que vous avez aidé la palette paysanne dans la sélection finalement des fournisseurs? Parce qu'on a vu plusieurs fermes. Est-ce que ce sont eux qui se chargent de ça ou est-ce que vous les avez aussi en fait accompagnés en fait dans des critères, des pondérations? Pourquoi telle ferme plutôt que telle autre? Pourquoi tel produit plutôt que tel autre, etc. Alors, Et dans cette idée de chaîne du froid, pourquoi ne pas commencer peut-être par pas du froid justement, mais des produits qui, avec une DLC, on va dire, ou sans nécessité d'avoir du froid en fait, d'abord dans un premier temps, puis ensuite de développer en fonction du projet, quoi. Alors, je vais vous répondre sur la partie fournisseur. En gros, non, on ne les a pas aidés pour choisir les choix des fournisseurs. Ils ont eux-mêmes établi une charte, donc c'est un projet associatif. Le but initial de ce projet-là, c'est vraiment de créer une dynamique territoriale sur le territoire et d'ouvrir un nouveau marché à ces paysans qui ne vendent pas forcément. Ils vendent déjà sur les marchés, mais ils sont beaucoup pris par leur activité, donc ils n'ont pas le temps de faire de la prospection. Et donc, en tout cas, c'était vraiment pour cet objet-là. Ouais. Et en fait, juste pour préciser un tout petit peu, le projet, c'est aussi les agriculteurs qui sont venus à la rencontre de l'association pour leur dire qu'ils avaient un besoin à la base. C'est vraiment un projet commun, c'est pas juste l'association qui les a démarchés, c'est vraiment une synergie locale. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc on passe au dernier projet pour la catégorie événementielle avec les 4L Trophy. Donc Axel, Mathéo, Arthur et Éloane. T'as vu les licences là, ils sont terribles leurs déguisements. Là. Heureusement qu'il y a un peu des gens sérieux comme nous au week-end d'un thé, parce que sinon ça serait compliqué. Ouais, je te jure, en parlant de sérieux, bon, qu'est-ce qu'on fait en génial cette année? Je sais pas, ton projet il a marché l'année dernière toi? Non, pas du tout. Ah, pareil. Bon, je te propose quelque chose de simple, le 4L Trophy. C'est quoi ça? Attends, j'arrive. C'est simple, le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire de 12 jours et ça se déroule dans le désert marocain et c'est également en Renault 4L. Il y a une partie humanitaire où on pourra organiser donc, une récolte alimentaire pour la Croix-Rouge française et également une récolte de fournitures pour enfants du désert. Et il y a également, on pourrait profiter de ce moment pour faire de la sensibilisation auprès des différents acteurs. Et on a également, donc pour parfaitement correspondre au génial, donc la gestion de projet avec la gestion des parties prenantes, le respect des délais et la gestion d'un budget. Et on pourrait également axer ça autour d'une problématique simple, comme par exemple comment piloter un projet de participation à 4L Trophy efficacement en intégrant les différentes parties prenantes. Ça a pas l'air du tout simple ton truc là. Mais si, t'inquiète. Bon bah écoute, on va essayer de faire un groupe alors. Éloane, ça te dirait de faire le 4L Trophy pour le projet génial? Ah ouais, ça peut être génial. C'est 26 salles de classe qui ont ouvertes en 10 ans. C'est plus de 20 000 enfants qui ont bénéficié d'affaires sportives et scolaires en 2025. Et c'est plus de 30 000 € de dons qui ont été récoltés. Donc je pense que le côté humanitaire, ça pourrait rentrer dans le projet génial. Ok, super. Bah, il nous manque juste quelqu'un de grand, costaud et super bon en mécanique. Ah, j'ai ma petite idée là-dessus. Axel, tu peux venir s'il te plaît? Ouais les gars, qu'est-ce qu'il y a là? Ça te dirait de faire le 4L Trophy avec nous pour le projet génial? C'est pas un peu cher votre truc là? Non, t'inquiète. Ah non, il n'y a pas le son. Oh la vache, 25 000 balles! Mais non, t'inquiète, ça va le faire. Mais pour bien que ça se passe, il faut forcément qu'on ait une très bonne planification. Donc ce projet, on l'a axé en 2 ans avec plusieurs parties. Donc d'abord en 2023, la partie administrative. Donc il y avait toute la partie création de l'association et ouverture des comptes bancaires. Après, on a créé nos réseaux sociaux afin que les gens sachent qu'on fait le 4L Trophy et également qu'on crée une communauté autour de notre événement. Après, on a organisé des événements pour essayer de financer au maximum notre projet qui est quand même relativement cher. On a également organisé donc, la campagne de collecte participative avec le crowdfunding. On a démarché des entreprises pour trouver du financement. On a également le montage et la publication de la vidéo qui malheureusement pour l'instant ont pris un petit peu de retard, mais ça arrive très prochainement, promis. Et également la mise en vente des 4L une fois qu'elles auront fini leur petit tour au garage. Et donc pour rester motivé et forcément nous donner du challenge, on s'est fixé des jalons. Donc le premier, c'était la décision de partir à 1 ou 2 équipages, parce qu'au début, c'était un petit peu une grosse zone d'ombre pour nous, puisqu'on ne savait pas si on allait réussir à avoir autant d'argent.
Après, on a eu donc l'achat des 4L, donc la première et ensuite la deuxième, une fois qu'on avait validé le fait de partir à 2 4L. Après, donc, cette année, on s'est concentré sur la partie humanitaire, donc avec la récolte alimentaire et la récolte sportive, et également, donc forcément, la participation au 4L Trophy cette année en février. Donc ensuite, on a mis en place une matrice des risques. Donc on a regroupé déjà 19 risques qu'on a pu trouver. Et sur ces 19 risques, on en a retenu 5 les plus critiques, où on a mis en place des... Bon, si ça avait bien fonctionné. Allez. Donc pour reprendre, comme je vous ai dit, on a pris en compte 5 des risques les plus critiques, où on a mis en place des mesures d'atténuation pour éviter justement qu'on prenne ces risques lors de notre périple. Et ça rebug, j'ai l'impression. Bon, on va faire comme ça sera plus facile. Ah bah, reviens. Non. Bah. Si je fais ça, ça marche ou pas? Ah, nickel. Bon, maintenant, on va pouvoir passer donc, à la gestion de nos parties prenantes, qui est un pôle essentiel de notre projet. Donc, nos parties prenantes, on les a classées en 9 catégories. Donc, d'abord, on avait les donateurs via le crowdfunding, les sponsors avec visibilité, ceux qui ne demandaient pas forcément de visibilité particulière, l'organisation du 4L Trophy, nous 4, donc les coéquipiers, la famille et les proches, et dans les proches, forcément, on compte les étudiants de l'école, les médias locaux, les associations soutenues par le 4L Trophy, et enfin l'école avec la partie administrative. Et donc après, donc toutes ces parties prenantes, on les a regroupées dans une matrice, et ici on vous a remis un exemple. Donc en fait, on avait les sponsors avec visibilité. Eux, ils avaient des attentes, donc forcément qu'on affiche leur logo sur la 4L, qu'on porte leurs vêtements pour certains, et également qu'on ait le matériel de communication adéquat pour parler d'eux, et également donc des publications sur les réseaux sociaux. Après, on avait donc leur implication dans le projet, qui eux étaient élevés parce que forcément il y avait du financier derrière, et également à droite, ici, on avait donc le moyen de communication pour parler avec eux et parler d'eux. Donc on avait donc nos réseaux sociaux, nos événements, la vidéo qui est toujours en montage, et également le dossier de sponsoring qu'on a pu faire pour rechercher du sponsor. Mais nous avons aussi été auprès des particuliers où nous avons fait plusieurs récoltes, notamment la création d'une cagnotte en ligne Hello Asso, où nous avons mis des paliers de motivation tels que raser la tête de Loulou en plein désert, palier qu'on a réussi à faire comme vous pouvez le voir, et nous avons grâce à cette cagnotte récolté 4 520 € par 106 participants. Nous avons aussi fait des concerts, un concours de palais et la vente de crêpes et de gâteaux à d'autres événements qui nous ont fait récolter 3 530 €, donc, ce qui fait un total de 8 050 € récoltés auprès des particuliers. Nous avons également fait une récolte alimentaire au Super U de Neuilly-Pompière le 11 janvier 2025, qui est un de nos sponsors, où nous avons réussi à récolter 120 kg de denrées alimentaires, dont 20 kg qui ont été redistribués à la Croix-Rouge à Biarritz, qui est le lieu du départ du 4L Trophy, et 100 kg à l'antenne locale de Tours. Nous avons également fait une récolte de matériel scolaire et sportif obligatoire pour participer. Donc nous avons pu récolter 30 kg de matériel scolaire à l'école Sainte-Marie de Havessac, où nous avons été au contact des enfants pour leur expliquer notre projet et en quoi il consiste. Et 15 kg de matériel sportif grâce au Sport 2000 de Guichin et le club de foot du FCAV à Redon. Donc tout ce matériel est ensuite redistribué à Enfants du désert, qui aide chaque année plus de 20 000 enfants au travers de 14 associations locales. On va pouvoir maintenant passer aux difficultés rencontrées. Donc déjà au tout début, on a forcément eu des grosses difficultés à trouver des sponsors, puisqu'on avait fait un dossier de sponsoring qui n'était pas forcément au top, et on n'avait pas forcément la bonne façon d'aller voir les entreprises. En fait, on faisait du porte-à-porte au lieu de faire de la recherche ciblée. Après, on a eu le respect des délais, et notamment le respect du planning. Surtout sur la première année, on a eu beaucoup plus de mal. Et la deuxième année, on a mis en place des actions correctives, comme notamment revoir notre planning en fait, de façon mensuelle pour qu'il soit réaliste et surtout qu'on le respecte. Après, on a eu des vis cachés sur la première 4L, ce qui nous a mis un petit peu dans le rouge, puisque en fait, le vendeur nous avait fait un faux contrôle technique, donc c'est super sympa. Après, on a eu l'achat tardif de la deuxième 4L qui a suivi, puisque forcément, ça a décalé un petit peu nos jalons en fait, de dépenser beaucoup plus que prévu dans la première 4L pour les réparations. Après, on a également lié à la préparation des véhicules, puisqu'en mécanique, on n'est pas forcément les plus efficaces. Par exemple, Mathéo ne sait pas changer une roue sur un véhicule. C'est faux, c'est faux.
Voilà. Et on a également eu donc, des conflits entre coéquipiers à certains moments qu'on a réussi à résoudre. Et j'espère que ça marchera, mais normalement, on a un petit extrait d'Annette. Vas-y, appuie sur play. Ça arrive, s'il te plaît. Eh ben, on n'a pas le son, c'est dommage, mais c'était Axel qui était très content pendant le 4L Trophy, comme vous pouvez vous en douter. Et on va pouvoir maintenant passer à la phase de bilan, si ça marche bien. La phase de... Ah, bon, on ne maîtrise pas ce qui se passe. On est aussi bon en technique qu'en mécanique, du coup. Putain, il perd du temps, lui. Axel, il a envie de commettre un... Je fous tout en l'air. Merci beaucoup. Ça valait le coup. Il faudrait juste appuyer sur la partie à gauche bilan pour que j'ai accès avec la télécommande, s'il vous plaît. Est-ce que c'est... Ouais, nickel. Top. Merci. Alors, du coup, pour le bilan, on va tout d'abord faire un récapitulatif des fonds qu'on a pu récolter. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on a démarché plusieurs sponsors, donc ils sont au nombre de 20. On voit la plupart juste ici. Et grâce à eux, du coup, on a pu récolter 7 000 €, ce qui est du coup la façon où on a récolté le plus de sous. Comme le disait Axel tout à l'heure, on a également du coup fait un crowdfunding et divers événements qui, à eux deux, nous ont rapporté plus de 8 000 €. Et également une avance de trésorerie, donc de 10 000 € qu'on a fait de notre poche pour acheter les deux 4L. Et donc cette avance de trésorerie, elle sera remboursée à la revente des 4L. Donc actuellement, elles sont en cours de réparation. Et une fois revendues, l'excédent, s'il y en a, après cette revente, sera reversé du coup aux associations bénéficiaires du 4L Trophy, qui sont Enfants du désert et la Croix-Rouge française. Donc au total, ça nous fait 25 000 € récoltés. On peut noter du coup que le budget prévisionnel qu'on a vu tout à l'heure avec une magnifique animation était de 25 280 €, qu'on a respecté puisque notre budget réel est de 24 692 €. Et ce budget réel a été du coup couvert grâce aux fonds récoltés, donc de 25 892 €. D'autres chiffres clés sur cette édition 2025 du 4L Trophy, on peut noter 1616 équipages préinscrits. Donc la préinscription, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est mis en place par le 4L et qui permet de réserver un dossard en échange d'un acompte de 300 €. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la différence entre les équipages préinscrits et les équipages arrivés à Marrakech, donc ça fait environ 700 équipages, c'est assez conséquent. Donc ça met en exergue justement la complexité de réunir un budget conséquent qu'il faut pour réaliser le 4L Trophy, ainsi que la bonne préparation des deux véhicules pour aller jusqu'au bout, parce qu'on note également une différence entre les équipages au départ à Biarritz et à l'arrivée à Marrakech. Et enfin, nos classements respectifs, parce que ça reste quand même une compétition. On a pu finir du coup 23e et 104e sur 1020 participants, donc ce qui reste une satisfaction pour nous. C'est pas fini, c'est pas fini. Donc ensuite, moi, je vais vous parler des apports du projet, donc les apports autant professionnels que personnels. Donc déjà, on a la sensibilisation à la vie associative et humanitaire, la gestion des différentes parties prenantes, comme vous a expliqué Arthur, la gestion d'un projet complexe avec divers jalons, donc c'est un projet qui nous a duré sur 2 ans, la découverte d'une nouvelle culture, la culture marocaine, la création d'un dossier de sponsoring, l'apprentissage par la pratique, ce qui nous a vraiment été utile, c'est vraiment là où on a le plus appris, et la gestion d'un budget à 25 000 €. Donc, pour conclure, comment piloter un projet de participation au 4L Trophy efficacement en intégrant les différentes parties prenantes ? Déjà, grâce à une gestion de projet rigoureuse appuyée sur des outils adaptés qu'on a pu voir au cours de ces 2 ans, en communiquant activement sur nos progrès et nos résultats via les réseaux sociaux qu'on s'était créés pour l'occasion, et en faisant preuve d'empathie afin de cerner au mieux les attentes de nos différentes parties prenantes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Qui a une question ? Ah oui, forcément. Quelle joie de voir ce résultat déjà. Et donc moi j'aime bien le bilan et j'en reviens à si c'était à refaire, quels sont les jalons qui vous ont manqué ou que vous n'aviez pas anticipé dans la gestion de projet ? En vrai c'est franchement, la chose qui nous a le plus manqué, c'était vraiment les compétences mécaniques. Typiquement, j'ai essayé de l'axer un petit peu et de le dire, mais
va peut-être pas s'appuyer, mais l'achat de la première 4L où vraiment on s'est fait avoir comme des bleus, ça nous a mis sacrément dans le rouge et on est encore aujourd'hui dans le rouge à cause de ça et ça nous a fait dépenser bien plus pour cette 4L que ce qui était prévu et ça aurait pu vraiment arrêter complètement le projet, quoi. Et je dirais aussi la méthodologie de démarchage des différents sponsors. On a mis du temps à comprendre un petit peu comment ça marchait, ce qui nous a aussi mis en retard dans notre projet, donc avec forcément plus de stress et les différents incidents qu'on a pu avoir. Donc si c'était à refaire, avoir une méthode plus claire et plus précise pour cette recherche de sponsors aussi. Alors moi, je reviens sur la partie financière. Hein. Je respecte le fait que vous y ayez mis des fonds. Mais est-ce que vous avez échangé aussi avec les autres équipages pour savoir si d'autres actions que vous n'avez pas entreprises vous auraient permis de boucler le budget sans y être de votre poche? En fait, y mettre de notre poche, c'était aussi une volonté de notre part. Parce qu'en fait, si on arrivait à 25 000 € sans avance de trésorerie, le problème est qu'il n'en est pas réellement un. C'est qu'en fait, on aurait eu donc les 11 000 € là qu'on avait presque, qu'on aurait dû récolter à droite à gauche, entre guillemets. Et surtout, on aurait eu ça en trop à la fin quand on aurait revendu les 4L. En fait, on aurait dû refaire ce don-là aux associations, effectivement. Mais le problème, c'est que 25 000 €, si on avait fait en partie propre, c'était complètement, tout bonnement impossible. Les autres équipages, ils vont tous de leur poche? En tout cas, ceux avec qui on était et on a passé le raid, la plupart avaient mis de leur poche pour l'achat de la 4L, en tout cas. Et la plupart partent à un seul équipage. Donc nous, ça complexifie encore plus parce que le budget est 2 fois plus grand. Donc de ce qu'on a entendu, en tout cas, non, il n'y avait pas énormément plus de choses mises en place pour récolter des sous. Mais écoutez, à partir de cette expérience qui est plutôt réussie, parce qu'il y a eu des doutes, il y a eu des risques, mais il y a eu une réussite, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt pour rentrer dans la vie active? Je ne suis pas sûr d'avoir compris le... On n'avait pas préparé cette question. Non, mais c'est génial, mais ça me fait penser à Guirec Soudé qui a fait le Vendée Globe ou qui a traversé des États-Unis jusqu'à chez nous, en Bretagne, mais dans l'autre sens, lui. Et il a fait à la rame. Je me dis, ils vont bien me faire ça maintenant. C'est sûr que c'est une chose qui revient beaucoup après avoir fait le 4L Trophy, en discutant avec d'autres personnes, même avec les anciens justement. C'est que c'est une expérience humaine qui, franchement, change un petit peu la vision des choses personnellement. C'est aussi la vision qui a été mise en place par Jean-Jacques Ray, fondateur du 4L Trophy. C'est aussi autour de ça qu'il axe justement son projet. Donc forcément, oui, quand tu ressors d'un projet tel que celui-là, tu ressors grandi. Mais bravo, mais bon, je me dis, ils vont peut-être encore se tenter un truc là. Après, on est jeune en soi, même si on le fait, ça n'impactera pas réellement notre vie professionnelle, je pense. Ah mais non, je doutais pas. Pour être tout à fait honnête. Merci Didier. C'est bon. Une dernière question peut-être? Qui a une autre question? Non, c'est bon? Anil? Allez Anil, pose-nous ta question. Ouais, moi j'aurais juste voulu savoir, en fait, par pure curiosité, les conflits coéquipiers que vous avez mentionnés. J'aurais bien aimé savoir pourquoi. C'est quoi? C'est parce que vous n'avez pas respecté votre planning? De quoi ça a découlé en fait ces conflits? Parce qu'en projet, c'est ce qui arrive souvent. En fait, tu veux répondre, Axel? Vas-y. Je peux parler déjà du contexte de la vidéo. Donc c'est un truc tout bête. Bon, il y en a qui connaissent Eloane. Bon, des fois c'est une galère quoi. Donc en fait, on avait des câbles qui dépassaient un peu dans la voiture au niveau du tableau de bord. Et puis il s'est dit, tiens, je vais faire du câble management. Donc en fait, il a tout désossé le plan, quoi. Et puis après, il n'arrivait pas à le remettre. Donc du coup, ça m'a un peu agacé, quoi. Non, il y avait aussi, en fait, c'est parce que vu que c'est un grand projet, forcément, il y avait des moments, surtout, en fait, les périodes où on n'était pas en cours, vu qu'on habite à des endroits un petit peu différents, il y avait toujours un petit coup de mou, entre guillemets. Et dès qu'on revenait en cours, on se remettait un coup de boost. Et forcément, passer où on est un petit peu en vitesse de croisière et d'un coup, on remet un coup de boost, ça génère du stress. Et ça peut vite générer des conflits s'il y a un peu moins d'investissement de la part de l'un ou de l'autre, et ainsi de suite, quoi. Mais c'était pas des gros conflits non plus. Non, et puis il y a aussi les événements extérieurs qui rentrent en compte. Là, forcément, on disait le vis caché sur la première 4L. Ça tend un petit peu tout le monde. Il y a des décisions, on n'est pas tous d'accord. Ça monte un petit peu dans les tours, mais rien de grave. Tout va bien maintenant.
De rien. Eh bien, merci. Votez pour nous.